Du coup, l'atelier s'intitule La blockchain au service de la transition énergétique, mesure de l'empreinte environnementale. Et du coup, voici nos deux intervenants pour cet atelier. Donc Thierry Arnali qui représente Authentic Blockchain et Philippe Augier de Circle Chain. Voilà, je vous laisse continuer, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette rapide introduction. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de parler d'un sujet qui peut paraître un peu paradoxal. Comment la blockchain peut aider à tendre vers un numérique plus responsable. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Thierry Arnali, le fondateur de Authentic Blockchain. Je pense que ça fait partie des quelques startups qui travaillent sur la blockchain en Occitanie. On n'est plus très nombreux. La blockchain n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Depuis 2 années, on traverse une crise dans ce secteur. Authentic Blockchain, donc c'est une startup qui a maintenant 3 ans d'existence et qui met à disposition des professionnels et des collectivités un service qui permet d'empêcher la falsification des documents numériques. Bon. Et tout ça basé sur la technologie blockchain et le tout en collaboration avec une ESN toulousaine que certainement plusieurs d'entre vous, voire tout le monde connaît, qui s'appelle Labsoft. Qui est une ESN qui a plusieurs décennies d'existence et qui a décidé en 2022, donc au moment où la crise commençait à secouer, à soutenir le projet Authentic Blockchain. Donc, maintenant, il faut que j'apprenne à me servir de... Voilà, c'était facile. Donc, la première chose, je pense, mais je parle aussi sous le contrôle d'un expert, c'est rappeler le fonctionnement de la blockchain et pourquoi cette technologie s'impose dans certains cas de figure, mais aussi pourquoi ça peut paraître paradoxal de l'utiliser lorsqu'on veut limiter un impact environnemental. Donc la blockchain, c'est une technologie qui, de manière très vulgarisée, permet de recopier simultanément sur des milliers de serveurs à travers le monde des informations dont la véracité est certifiée par un algorithme qui relie les informations les unes avec les autres. C'est très schématique, mais ça vous convient. Bon, c'est bien. Donc, l'avantage, c'est qu'on crée en quelque sorte une référence unique, infalsifiable. Ce qui est écrit dans la blockchain ne peut être ni modifié ni supprimé. Donc, c'est génial, il n'y a plus de limite de temps et n'importe qui sur la planète peut accéder à cette information. C'est un petit peu schématique parce qu'il y a plusieurs types de blockchain, je vais y revenir après. Pour autant, pour faire ces opérations, déjà, il faut faire tourner des milliers de serveurs. Une blockchain comme Bitcoin, qui est celle qui est la plus connue, donc c'est celle dont je vais le plus parler, une blockchain comme Bitcoin sollicite plus de 100 000 serveurs. Donc il faut faire tourner 100 000 serveurs, c'est quand même assez conséquent. Et ces serveurs vont faire des opérations qu'on appelle le minage, qui servent à sécuriser, à certifier les informations dans chacun des blocs. Et pour faire ces opérations-là, là aussi, c'est des calculs très importants qui nécessitent là aussi une dépense énergétique. Bon. Donc des avantages qui sont une information certifiée, infalsifiable et horodatée. Ça peut aussi servir dans certains cas, on va le voir par la suite. Mais un fonctionnement qui est très énergivore. Bitcoin, c'est la plus ancienne blockchain. Elle fête ses 15 ans. Oui. Il me semble que c'est 15 ans, mais bon, 15-20 ans, voilà. Et je dirais, c'est vraiment comme si on essayait de faire rouler une voiture des années 40 qui consommerait du 25 litres au 100. Donc, c'est une blockchain qui est très énergivore.
Et c'est celle qui a donné cette mauvaise image aux autres blockchains, qui, elles, par contre, de leur côté, cherchent par tous les moyens de réduire leur impact en termes de consommation énergétique. Il y a eu en 2022 un événement très important qui s'appelle The Merge. C'est le moment où la deuxième blockchain la plus importante, qui s'appelle Ethereum, a décidé de changer ses algorithmes pour passer de l'algorithme qui était le même que celui de Bitcoin à un algorithme beaucoup plus moderne, et elle a divisé sa consommation énergétique par 100. Aujourd'hui, la consommation énergétique des blockchains continue de diminuer. Donc, on va voir ce que ça donne concrètement. J'ai parlé un petit peu de Labsoft, mais j'y reviens puisqu'il en est question sur cette slide. Labsoft est une ESN, comme je disais, mais qui, depuis plusieurs années, s'est impliquée dans le numérique responsable avec un certain nombre de projets sur la décarbonation de plusieurs processus informatiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas, mais effectivement, j'ai vu que dans la salle, il y avait quelques personnes de chez Labsoft. Vous pourrez éventuellement vous adresser à eux. C'est une société qui s'est fortement engagée dans cette voie et ça vaut la peine d'être souligné parce qu'encore une fois, c'est une grande SN toulousaine. Alors, maintenant, je reviens à cette question des blockchains. Alors, je vais aller très vite sur ce slide parce que là, on commence à rentrer un petit peu dans la technique. Donc, première chose qu'il faut garder en tête, il y a deux types de blockchains. Les blockchains dites publiques et les blockchains dites privées. Dans une blockchain publique, tout le monde peut voir ce qui est inscrit dans la blockchain et tout le monde peut être administrateur de la blockchain. Quand on dit qu'il y a 100 000 serveurs qui font fonctionner Bitcoin, ça veut dire qu'il y a 100 000 acteurs ou 100 000 machines qui contribuent à faire fonctionner cette blockchain. Dans le cas d'une blockchain privée, des grands acteurs comme Airbus par exemple ou Casino, enfin Casino maintenant c'est plus vraiment un grand acteur, mais des grands acteurs comme ça vont éventuellement mettre en place des blockchains qui seront les seuls à administrer et qui vont leur servir en fin de compte à mettre en place une relation avec leurs prestataires et sous-traitants, un petit peu comme une grande base de données, mais dont ils sont les seuls à détenir la clé. Dans le cas d'une blockchain privée, l'administrateur de la blockchain peut modifier le contenu de la blockchain. Et c'est pour ça que vis-à-vis des tribunaux, vis-à-vis de la valeur légale des informations écrites dans une blockchain, il n'y a que les blockchains publiques qui offrent la transparence, la décentralisation, qui est nécessaire pour que les écritures en blockchain publique aient force de loi. J'en ai mis les logos de 5 d'entre elles. Polygon, parce que c'est la blockchain qu'utilise Authentic Blockchain. Ethereum, c'est la deuxième blockchain la plus utilisée, avec énormément d'applications, parce que c'est la seule qui permet de construire ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts, c'est des sortes de programmes qui fonctionnent à l'intérieur de blockchain. Alors, c'est des programmes assez basiques, c'est des programmes avec une condition et une conséquence. Si vous êtes satisfait de la conférence, vous nous reverserez chacun un Bitcoin, bon courage. Et c'est des choses qui vont c'est des programmes qui vont se dérouler de manière automatique. Donc ça, c'est une particularité importante d'Ethereum. Bitcoin, c'est la plus connue, j'y reviens pas. Un Bitcoin, aujourd'hui, ça doit coûter 50 000 €, grosso modo. Ah, mais vous ne savez pas grand-chose. Hein, mais tout à l'heure, c'est vous qui m'interrogerez. Tezos, je l'ai cité parce que c'est la blockchain franco-suisse. Donc là, on est sur une blockchain très intéressante aussi en termes de souveraineté. Et j'ai mis Solana, qui est aussi une blockchain importante. Il y en a plein d'autres. Il y a énormément de blockchains. Il y a 3 ans, lorsque cette industrie battait son plein, il y avait presque une nouvelle blockchain toutes les semaines. Ces blockchains fonctionnent avec des algorithmes de certification qui peuvent être différents. Donc, le plus ancien, c'est celui de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail,
Proof of Work, POW. C'est aussi le plus gourmand. On oblige les mineurs à faire un calcul très compliqué et le premier qui a fait le calcul a gagné. Bon, ça, en termes de consommation énergétique, c'est assez catastrophique. C'est pour ça qu'on est passé à un deuxième type d'algorithme qui aujourd'hui est le plus répandu, qui s'appelle la preuve d'enjeu, Proof of Stake. C'est l'algorithme d'Ethereum, par exemple. Et puis, il y a un troisième type qui requiert encore moins d'énergie, c'est la preuve d'autorité. Et chaque jour, des chercheurs travaillent sur des algorithmes qui vont permettre de baisser l'empreinte carbone de ces blockchains. Ce qui va distinguer ces blockchains, bien sûr, c'est la rapidité de lecture-écriture. C'est la raison pour laquelle nous, Authentic Blockchain, on a choisi par exemple Polygon. Une écriture sur Polygon, ça prend à peu près 4 secondes. Une écriture sur Bitcoin, vous pouvez être à plusieurs dizaines de minutes. Donc, lorsque on a besoin rapidement de sécuriser un document, plusieurs dizaines de minutes, ce n'est pas possible. Mais effectivement, pour avoir cette rapidité, là aussi, on va déployer des moyens. Il y a l'aspect prix également qui va jouer sur le choix d'une blockchain plutôt qu'une autre. Ça coûte beaucoup plus cher d'écrire dans Bitcoin que dans Polygon, par exemple. Et puis surtout la taille de la communauté. Plus la communauté va être importante, plus la blockchain va pouvoir trouver d'usage et se populariser. Donc, je vous ai déjà parlé de qu'est-ce que c'était la blockchain. C'est une sorte de grand registre qui est réparti sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de serveurs. Et lorsqu'on écrit quelque chose dans ce registre, ça devient impossible à modifier. C'est accessible au monde entier. Alors, pour gérer une blockchain, pour gérer un système de fichiers sur un ordinateur, il y a différents systèmes de gestion de fichiers, le NTFS par exemple. Les blockchains utilisent un système de gestion de fichiers qui s'appelle le PFS pour Planetary File System. Donc, les blockchains ont carrément une capacité à gérer des contenus, des fichiers, des écritures à l'échelle de la planète. Et donc le monde entier peut y accéder. C'est quelque chose d'intéressant parce que on raisonne souvent avec un point de vue centré sur l'Occident. Or, des technologies comme la blockchain, en réalité, vont être particulièrement intéressantes dans des pays du tiers-monde ou dans des pays hors de l'Occident. Donc, vous allez voir tout à l'heure, il y aura un exemple concret de ce qui est fait avec la blockchain en Inde pour diminuer les coûts énergétiques. Les pays, il y a beaucoup de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud qui utilisent la blockchain parce que c'est vraiment une technologie qui leur offre une opportunité d'accéder à des services qui ne pourraient pas être rendus par des organismes centralisés qui n'existent pas dans ces pays-là. Les smart contracts, j'en ai parlé, c'est quelque chose qui permet d'automatiser des actions en s'appuyant sur cette technologie. De manière très synthétique, c'est quelque chose qui va permettre de faire disparaître les intermédiaires. Lorsque je parle de blockchain dans des conférences, j'ai souvent la question, mais est-ce qu'avec une blockchain, on ne pourrait pas remplacer le notaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le banquier? Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer, etc., etc. La réponse est oui. Bien sûr qu'on pourrait. Et c'est ce qui se passe dans les pays hors de l'Occident. Aujourd'hui, vous avez une finance qui s'est complètement développée dans le monde, qui s'appelle la finance décentralisée, la DeFi, qui propose exactement les mêmes produits financiers que ceux que vous pouvez trouver dans une banque, des crédits, des possibilités de placer son argent, etc. etc. C'est des choses dont on entend très peu parler en Europe, où la réglementation est très stricte là-dessus. Les États-Unis, la réglementation est déjà un petit peu plus arrangeante, mais par contre, c'est des choses qui sont très utilisées en dehors du monde occidental.
Le fait de pouvoir se passer du notaire, oui, sur le principe, c'est la même chose. On pourrait très bien se passer d'un notaire. Aujourd'hui, c'est interdit en Union européenne, mais c'est des choses qui sont, par exemple, possibles aux États-Unis, où on va pouvoir euh, acheter un bien immobilier directement au travers de la blockchain. En Europe, le seul pays où on puisse non pas acheter un bien immobilier en dehors de la blockchain, mais en utilisant des crypto-monnaies, c'est le Portugal. Vous avez le droit au Portugal d'acheter votre appartement en Bitcoin si le cœur vous en dit. L'eurodatage, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est aussi une particularité très importante de la blockchain. Elle donne un eurodatage certain. Le règlement EIDAS, qui est le règlement de sécurité qui prévaut dans tous les pays d'Europe, donc ce règlement a émis sa dernière version au mois de mars, et la blockchain publique apparaît comme étant le service de confiance pour délivrer un eurodatage. Donc vous n'avez plus besoin, aujourd'hui, si vous avez besoin d'un eurodatage, il va vous falloir payer auprès d'un acteur qui s'appelle un eurodateur, hein, tout simplement, qui a une certification, etc., et qui va vous faire payer un eurodatage pour un document. Là, vous n'en avez plus besoin. Une écriture en blockchain remplace l'eurodatage commercial. Alors, quelques applications de la blockchain qui permettent d'aller dans le sens d'un numérique plus respectueux de l'environnement. Tout d'abord, l'usage des jumeaux numériques. Aujourd'hui, maintenant ça fait quelques années, on utilise des jumeaux numériques pour remplacer des maquettes ou des objets réels. Lorsque on va vouloir tester le fonctionnement d'une machine, lorsqu'on va vouloir vérifier l'ensemble des détails d'un objet, on va créer ce qu'on appelle un objet numérique qui une fois qu'il est créé, peut être dupliqué à l'envi et ça ne nécessite aucun matériel, là où auparavant on faisait des maquettes matérielles. Donc ce jumeau numérique, c'est une réplique exacte de n'importe quel objet. La difficulté, c'est que ce jumeau numérique, il peut être falsifié, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir un vol ou un vol de propriété intellectuelle. Et donc, ces jumeaux numériques dont il faut favoriser l'utilisation, là aussi, pour gagner par rapport à la consommation de ressources matérielles, une manière de les sécuriser, c'est de les écrire dans la blockchain. Lorsque vous avez écrit l'empreinte numérique de ce jumeau dans la blockchain, vous avez la preuve que tel jour, telle heure, c'est vous qui avez fait cette action et vous êtes capable d'en réclamer la paternité ou l'origine. Deuxième type d'application qu'on va pouvoir faire de la blockchain pour améliorer notre empreinte, c'est et là, vous allez voir, il y a plusieurs expérimentations, il y a plusieurs usages aujourd'hui et essentiellement en dehors du monde occidental. C'est décentraliser les informations sur la consommation d'énergie. Que ce soit pour des entreprises, comme j'ai mis sur les slides, mais même pour des particuliers. Donc, on va, grâce à la blockchain, pouvoir compter, tracer les échanges qui vont avoir lieu entre des producteurs d'énergie et des consommateurs. On va pouvoir également en faire une sorte de second marché avec des éléments comme les crédits carbone. Donc, des entreprises vont pouvoir s'échanger des crédits carbone au travers de la blockchain. On va pouvoir tokeniser ces crédits carbone. Tokeniser quelque chose, ça veut dire effectivement remplacer une valeur physique par une valeur virtuelle qu'on range dans la blockchain. Donc aujourd'hui, ça, c'est des choses qui existent dans plusieurs pays. Ça existe pour de vrai. Le suivi, le suivi de mesures et de dématérialisation, on revient à cette tokenisation. On va remplacer, par exemple, les mesures physiques de plastique recyclé par des mesures numériques qui vont être ensuite
écrites dans la blockchain et que des acteurs vont pouvoir s'échanger. On va savoir qu'il y a un token qui va valoir 1 tonne de plastique et ce token va pouvoir être échangé de manière extrêmement simple et directe et surtout transparente. Même chose pour l'énergie renouvelable, même chose pour la reforestation. En réalité, toutes les opérations qui peuvent être symbolisées. Alors, quelques exemples concrets. On va démarrer tout de suite par ces histoires d'échange d'énergie. Les 2 premiers exemples sont vraiment la preuve que ça a lieu un petit peu partout. D'une part, il y a cet exemple en Inde. C'est l'État de l'Uttar Pradesh. Alors, ne me demandez pas où c'est. Je crois que c'est au nord de l'Inde, mais j'en suis pas sûr. Qui, depuis 4 ans déjà, a autorisé dans sa loi à ce que les entreprises et les citoyens utilisent la blockchain pour tracer des échanges d'énergie solaire. Donc, les particuliers ont couvert leur toit de panneaux solaires. Des entreprises rachètent l'électricité qui est ainsi produite, mais peuvent la revendre également à d'autres particuliers qui veulent utiliser de l'énergie verte. Tout est fait au travers d'une blockchain sous le contrôle du gouvernement. Donc, c'est un cas un petit peu différent. On n'est pas vraiment sur une blockchain publique, on est sur une blockchain qui est centralisée par le gouvernement, mais c'est l'outil qui est utilisé pour que chacun puisse voir ce qui se passe. Pas besoin d'aller faire le tour des maisons une par une pour relever des compteurs, envoyer des factures, etc., etc. C'est quelque chose qui est fait directement au travers d'un smart contract. Un peu le même genre d'exemple à Brooklyn, donc qui est un quartier de New York. Là, ce sont des particuliers qui, entre eux, font une sorte de troc d'énergie renouvelable. Donc, de la même manière, ils génèrent de l'énergie renouvelable et ils se l'échangent avec un suivi qui se passe au travers de la blockchain. Pour rappel, l'idée du Smart Green, c'est d'essayer de lisser la consommation d'électricité. Il y a certains moments où il y a des pics et d'autres où il y a des creux. Et avec le Smart Grid, on essaie de répartir pour éviter les consommations trop extrêmes. Alors, un autre exemple, c'est Tesla. Dans ces grandes usines, alors il y en a plusieurs dans le monde, hein, donc pas uniquement en Occident, je crois, mais bon, j'en suis pas sûr. Ces grandes usines, elles aussi, ont mis en place des blockchains qui leur permettent d'assurer la traçabilité des métaux qui leur sont fournis par leurs prestataires. Donc ces métaux qui sortent de mines aux 4 coins du monde et qui arrivent jusque dans les usines sont entièrement suivis depuis l'extraction jusqu'à l'utilisation dans l'usine au travers de blockchains spécifiques. Et ce qui est important aussi en termes d'impact, c'est que parmi les indicateurs qui sont suivis par cette blockchain, il y a la durabilité sociale. Donc Tesla a mis en place un certain nombre de critères pour s'assurer que les métaux sont extraits et transportés, transformés selon des règles qui respectent non seulement l'environnement, mais aussi les personnes qui travaillent. Et alors là, des questions, mais peut-être que je vais vous passer le micro. On prendra les questions après. Merci beaucoup pour l'introduction, effectivement, blockchain, très, très détaillée. Moi, je suis content d'arriver en finale, en conclusion de cette journée, cette belle journée. Je voulais prendre l'angle de dire l'informatique responsable, le numérique responsable, doit être responsable par rapport à son usage. Donc nous, on fait de la blockchain, mais je voulais positionner un petit peu les objectifs qu'on s'est donnés. Nous, notre projet, en fait, il a démarré il y a 3 ans. Moi, je viens de la blockchain, j'en fais depuis à peu près 7-8 ans. Et on s'est intéressé à dire quels sont les domaines où la blockchain fait tout son sens. Parce qu'effectivement, elle n'est pas applicable pour tout et c'est un peu délicat à mettre en œuvre. On s'est donc intéressé à l'économie circulaire, en fait, au secteur des déchets. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problématiques profondes, en fait,
dans ce secteur. Elles ont été illustrées ce matin avec l'impérative urgence pour nous tous d'éviter de reminer constamment des nouvelles ressources. On a 2-3 chiffres, je n'ai pas voulu mettre de slide avec trop de chiffres, mais par exemple dans le bâtiment, il y a des objectifs d'avoir 5% des produits qui viennent du réemploi d'ici 2030. Aujourd'hui, on est à moins de 1% et on ne progresse pas. Il y a un deuxième objectif européen qui est d'arriver à 70% de recyclage des matériaux qui sont issus de l'industrie. Aujourd'hui, on est à 40% et on ne progresse pas. Si on ajoute les ordures ménagères, au niveau de l'Europe et en France, c'est pareil, on n'a que 12% des déchets qui sont vraiment recyclés. Donc on s'est dit, quel est le problème en fait? Et quand on creuse un petit peu, on voit que le secteur du recyclage, le secteur des déchets, je dirais, globalement, il implique de nombreux acteurs, des industriels qui vont produire des déchets sans vraiment se poser la question de ce qu'ils deviennent. On a des entreprises qui investissent, on en a vu plusieurs aujourd'hui, dans les procédés de recyclage, dans les procédés de réparation, de remise à niveau. Mais elles sont petites, elles sont dispersées, elles sont mal connues. On a des contraintes réglementaires qui alourdissent un petit peu les process. Et donc, et en final, on n'a aucune possibilité de vraiment mesurer notre performance globale au niveau du recyclage de nos déchets. On a des chiffres, mais qui sont invérifiables. Donc nous, on s'est attaqué à ce sujet-là. On dit, là, le numérique doit pouvoir aider à ce stade-là. Et il y a besoin de mesurer, donc connaître. Mesurer, c'est progresser. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas la mesure. On a un très gros besoin d'échanger des données, soit vers l'aval, pour dire, moi, au niveau je suis recycleur, je voudrais mieux connaître les déchets que vous m'envoyez, que ce soit vraiment de la matière première, pour que je puisse mieux qualifier les produits que je vais essayer de revendre derrière. Aujourd'hui, la majorité des produits de réemploi ou même de recyclage sont invendables à des professionnels parce qu'ils ne sont pas conformes à des normes, ils ne sont pas assurables. Donc, ils vont vers les particuliers, ce qui limite beaucoup le marché. Dans l'autre sens, il y a une très grosse demande de traçabilité. D'abord, il y a la réglementation qui vient nous aider et les objectifs français et européens. Mais tout le monde est de plus en plus en demande, les grandes entreprises en particulier, de dire, OK, vis-à-vis de ma CSRD, vis-à-vis de ma déclaration environnementale, il faut que je puisse prouver que j'ai une gestion de mes déchets qui est efficace et vertueuse. Et aujourd'hui, je n'ai pas de preuves. J'ai que des chiffres, mais je n'ai pas de preuves. Et c'est en ça que la blockchain vient apporter un apport spécifique, puisqu'on a des acteurs qui ont des IT très différents, qui sont très dispersés. Les flux d'informations sont très courts. Sur un chantier, bon, voilà, on va envoyer des déchets à un endroit, puis le lendemain, le flux va changer. Donc le fait d'avoir un système numérique de confiance qui va pouvoir, de manière très simple, assurer le transfert d'informations d'un acteur à l'autre, eh ben, ça fait tout son sens. De créer cette fluidité, de faire de la transparence, de créer de la continuité numérique. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment convaincu que la blockchain, bien employée, pouvait être un atout très fort pour ce sujet-là. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait techniquement, c'est qu'on va créer un passeport numérique, en fait. Il y a une norme européenne qui parle du DPP, le Digital Product Passport, à vocation de poursuivre les batteries ou le textile, etc. Nous, on applique ce principe en faisant un DPP, un passeport numérique pour chaque lot de déchets, chaque produit qui va être réemployé. Donc, à partir de là, on va pouvoir mettre de l'information dans notre blockchain Circle Chain et on va pouvoir ensuite tracer de manière efficace, en confiance, parce que ça sera inviolable, les différentes étapes de sa vie. Le transfert d'un déchet d'un acteur à un autre, la transformation qu'ils lui ont apportée, et puis le résultat final. Et donc, on a une traçabilité naturelle qui est orchestrée par la plateforme, qui va pouvoir remonter cette information au producteur. Et à l'inverse, on aura de l'information qui va pouvoir descendre au niveau des recycleurs, au niveau des entreprises dans le réemploi, et aussi de faire un matchmaking, une plateforme de rencontre entre ces différents acteurs. Donc on résout quelque part une majorité des problématiques aujourd'hui qui font que l'économie circulaire est un peu à l'arrêt, parce que les chiffres ne progressent pas, de faire la connexion entre des outils multiples, hétérogènes et parfois absents, des acteurs qui sont non connectés, qui ne sont pas vraiment toujours volontaires pour parler avec leurs concurrents, qui ne sont pas toujours aussi ouverts non plus à la transparence, et un manque de confiance entre les gens. Donc on a une réponse technologique à ça. L'autre point d'optimiste qu'il faut avoir aussi, c'est que, parce que quand on a commencé il y a 3 ans,
on nous a traités de fous et on s'est fait attaquer par tous les entreprises du bâtiment, sans les citer. Mais la réglementation progresse. La mise en place de la loi AGEC, des REP, des responsabilités étendues des producteurs, des obligations de déclaration et de traçabilité, fait que la pression augmente sur l'ensemble des entreprises et tout le monde s'interroge à dire comment je vais pouvoir mettre en œuvre ces obligations, comment je vais pouvoir mieux connaître ma performance environnementale et faire ma déclaration. Donc ça nous aide aujourd'hui et on commence donc à développer nos solutions. Pour ne pas le cacher, c'est dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise numérique héberge une partie de nos serveurs pour sécuriser la blockchain et on va créer une continuité digitale au niveau du département du Val d'Oise entre les chantiers, les producteurs, les industries et les entreprises de recyclage. Donc on adresse un enjeu qui est en même temps environnemental, un enjeu économique parce qu'on va sécuriser des entreprises et un véritable outil de mesure et de win-win pour tout le monde, de productivité pour renforcer ce secteur qui a besoin de se renforcer et s'industrialiser. Donc au passage, on utilise une blockchain privée, c'est-à-dire qu'on met cette blockchain sur des serveurs à nous. Je me permets de vous corriger, on ne peut pas modifier une donnée dans une blockchain privée. On peut la casser, la détruire complètement et reconstruire entièrement une blockchain privée qui a été écrite depuis un certain temps. C'est techniquement quasiment infaisable et vous allez perturber l'ensemble de la chaîne. Donc c'est presque aussi solide qu'une blockchain publique, sauf que ça consomme zéro énergie et ça a des coûts opérationnels très réduits. Et en plus, on peut s'autoriser à mettre donc, ces fameux smart contracts. Et les smart contracts, c'est des logiciels intelligents qui vont gérer la gouvernance de la donnée. Parce que c'est bien facile, on peut dire, voilà, on transfère de la donnée, mais il y a quand même des précautions à prendre sur la confidentialité, sur tracer quelles données on a données à qui. Il y a des règles par rapport à ça. On est en train de discuter avec l'ARCEP sur le sujet. Et donc, on va garder une trace complète de ces échanges en complément pour assurer une confiance et encore une acceptabilité du process par l'ensemble des acteurs. Donc voilà, en finale, cela fait un corpus de données, une plateforme qui va pouvoir parler avec tous les acteurs. On va commencer par identifier tous les déchets qui vont être produits par un chantier, qui sont produits par une industrie de manière récurrente, ou collectés par des déchetteries. On a la même chose au niveau des déchetteries, avec autant des déchets que des produits de réemploi. On va créer donc le passeport digital, le double digital de chacun de ces lots. On va le qualifier, on va l'ancrer dans une blockchain, le redater. Il y a des notions aussi de propriété, de responsabilité légale qui se posent dans un certain nombre de cas, si on parle de terres polluées, si on parle de déchets dangereux. Et on va ensuite mettre en œuvre les technologies classiques de la blockchain qui est de dire, OK, je peux faire des transactions. Donc le déchet va en réel passer d'un acteur à un autre, mais cette transaction va être aussi dupliquée par une transaction numérique qui dit, OK, à telle date, à tel endroit, dans telles conditions, on peut attacher la photo, le rapport, etc. pour dire, voilà, les déchets sont allés là. Et dans ce cas-là, voilà, par exemple, il va dans un centre de collecte. Le centre de collecte ou de tri va recevoir de l'information qui va l'aider à mieux trier ce produit, à rédiger ses propres déclaratifs et ses déclarations par rapport aux réglementations. Et puis, en échange de ça, il va nous fournir une déclaration de qu'est-ce qu'il a fait de ces déchets, où ils sont allés. Il y a parfois des processus très simples. Je l'ai mis dans la carrière, j'ai commencé à boucher un trou. Mais le but, c'est d'encourager, par une prise en compte très anticipée du déchet, anticiper des démarches de recherche de réemploi, de recherche de solutions intelligentes. Il y a plein d'innovations qui se mettent en place, elles sont parfois mal connues. Comment peut-on améliorer notre performance de recyclage et de réemploi en connaissant mieux ces solutions. Donc c'est ça aussi qu'on cherche à apporter. Donc en finale, vous le comprenez, on va pouvoir créer les différents maillons de la chaîne qui vont être maillés automatiquement par les procédés classiques standards de la blockchain pour passer de la production jusqu'au tri, la collecte, la transformation et jusqu'à l'étape où on peut dire, ben voilà, maintenant j'ai un produit qui est revendable par rapport au réemploi, ou j'ai un produit qui est en fin de vie, puisque finalement, le déchet a été enterré ou brûlé. Donc au passage, on va donner cette mesure de la performance. On va aussi mesurer le bilan carbone de l'ensemble de ces opérations, et donc créer une confiance, une fluidité dans la collaboration,
Et je pense que on a une chance avec cette approche de collaboration, d'ouverture, de faire progresser globalement le secteur et avoir une petite chance de progresser dans le réemploi de nos déchets, de nos matériaux et de nos produits. Voilà, mais après on est ouvert aux questions pour échanger avec vous. Bien, merci pour vos interventions. Du coup, on va peut-être vous laisser un petit temps pour réagir et poser vos questions aux intervenants, si vous en avez. Bonjour, merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez fait une analyse de cycle de vie de tout ce qui est nécessaire pour ces blockchains, notamment quand on parle de gérer des choses par rapport à l'environnement, s'assurer que ce soit rentable entre guillemets pour l'environnement, parce qu'il y a certes l'énergie nécessaire à faire tourner la blockchain, mais aussi la fabrication et ensuite le retraitement des machines qui servent à la faire tourner. Oui, j'ai pas de mesure précise pour être honnête, mais par contre, comme l'a dit monsieur, les technologies blockchain sont devenues de plus en plus performantes en termes d'énergie. Alors après, on partait de très haut, avec le Bitcoin qui représente la consommation de l'Irlande ou de l'Argentine selon les sources. Le merge est apparu et a divisé par... Moi j'avais 15 000 comme chiffre, mais bon, on va pas débattre de ça en termes de réduction d'énergie. Donc nous on est passé à des systèmes de réseaux privés, de blockchain privés. Le partenaire qu'on utilise au passage, c'est une société qui s'appelle Drone, qui est dans la blockchain depuis 7 ans et qui est aussi l'un des membres fondateurs avec DocaPost, EDF et Orange de l'Alliance Blockchain France, qui s'assure de donner une pérennité, une souveraineté, une évaluation environnementale de cette blockchain avec des standards communs. Donc la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce type de technologie privée, avec des consensus ou des processus qui sont à zéro énergie, parce qu'ils reprennent ce que, effectivement, le proof of authority, on prend l'autorité des gens, ça consomme zéro. Vous avez le droit de modifier une donnée, donc on vous l'accorde et vous modifiez la donnée. Ça coûte rien quelque part. Mais on pense que, vu de loin, on fait des économies, parce que si on regarde la photo d'un panorama où on a besoin d'informations sur des déchets, sur un produit, sur quoi que ce soit, en général, cette donnée va être répliquée 12 fois, 15 fois, 20 fois entre tous ceux qui ont été amenés à la manipuler. Alors que là, si on met toute la donnée sur une blockchain qui est centrale, on a 5 serveurs, en fait, cette donnée sera répliquée que 5 fois. Donc il y a aussi un effet par rapport à ça. Maintenant, on est au début de l'histoire, il faut qu'on aille encore plus loin. Notre impact principal, c'est de tenter d'augmenter le recyclage et la récupération des matériaux. Mais il y a aussi à être attentif à quel type de serveur on utilise, où ils sont, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va avoir une partie de nos serveurs qui seront hébergés par Val d'Oise Numérique, par le territoire du Val d'Oise, qui a cette démarche aussi d'analyse du cycle de vie et de choix de ces serveurs. Voilà, on est au début de l'histoire, mais on va rentrer dans ce processus. Ouais. Merci. Écoutez, moi, chez Authentic Blockchain, la problématique est différente. Nous, on utilise une blockchain publique qui est Polygon et un de nos critères de choix, c'est que Polygon est la première blockchain à avoir atteint la neutralité carbone. Alors, on est obligé de se fier aux chiffres qu'il donne. Mais ce sur quoi moi je voulais revenir, c'était l'économie que la blockchain permet à l'échelle globale. Dans nos pays occidentaux, en réalité, on a déjà tout ce qu'il faut. On pourrait très bien avoir une autorité centrale, une base de données et faire fonctionner ça de cette manière. Et ça serait, en termes de consommation énergétique, certainement plus intéressant. Par contre, ce sont des choses qui n'existent pas en dehors du monde occidental. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir dans les exemples, un exemple en Inde, où ils ont utilisé la blockchain parce que c'était une technologie facile à utiliser et qui apportait des éléments clés tels que la transparence, la décentralisation. Ça a été l'exemple aussi à Brooklyn où en fait il s'agit d'une
sorte d'initiative citoyenne. Donc des citoyens n'ont pas se mettre à gérer des serveurs, des data centers, etc. Donc ils utilisent une technologie déjà existante qui devient un sous-jacent pour des applications où ce qu'on recherche, c'est que tous les acteurs puissent voir la même information. Et puis aujourd'hui, clairement, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'automatiser un certain nombre, c'est le principe des smart contracts, hein, qui permet d'automatiser un certain nombre d'étapes. Et donc, il faut soustraire du fonctionnement de la blockchain, si on veut faire un comparatif, l'énergie qui serait dépensée dans d'autres cas. Je citais les échanges bancaires. Hein. Donc, vous prenez de l'énergie consommée pour faire tourner une banque. Si vous utilisez la finance décentralisée, il n'y a pas de banque. Donc, effectivement, là aussi, c'est un sacré gain d'énergie. Donc, je pense qu'il faut élargir. Quand on parle de blockchain, il faut toujours avoir en tête une échelle mondiale. Oui, et puis surtout, par rapport à ce qu'on disait ce matin, il y a toujours le plus et le moins. Et dire, voilà, est-ce que cette technologie, on l'utilise parce qu'elle a un apport spécifique par rapport à d'autres technologies, ou est-ce qu'on l'utilise parce qu'on a envie de se faire plaisir avec la technologie, hein. Donc là, dans le cas présent, je rejoins ce que vous dites, hein, on bloque dans ce secteur, on le voit tous les jours, il y a une solution simple pour résoudre tout ça, vous mettez tout chez moi. Mais quand tous les acteurs disent la même chose et qu'il n'y en a aucun qui veut vraiment passer outre, eh bien, on arrive à une solution bloquée, un secteur qui est vraiment dans un état de digitalisation et de productivité qui est vraiment très très en retard, où il y a vraiment une nécessité à aller plus loin. Et là, grâce à ce tiers de confiance numérique, on est en train de pouvoir attirer tout le monde à dire « Ok, dans ce cas-là, je suis prêt à y aller ». Donc on a les éco-organismes, on a les entreprises du bâtiment, on a les collectivités qui commencent à dire « Ok, allons dans ce sens-là et essayons d'aplanir un petit peu nos différences et surtout les problèmes techniques de communiquer tout le monde avec tout le monde qui sont ingérables. Et grâce à ça, on va quand même maintenant se concentrer sur l'essentiel, quoi. » Et effectivement, quand on revient sur l'historique de la blockchain a été lancée suite à la crise de 2008. Donc effectivement, il y a 16 ans. Donc on avait à peu près raison tous les deux. Donc suite à la crise de 2008, tout le monde a vu que le système financier mondial pouvait tomber. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont dit on a besoin d'un système plus fiable où on va se débarrasser d'intermédiaires qui n'ont pas joué leur rôle. La crise de 2008 a vraiment fait de la casse. On l'a moins senti en France ou dans les pays occidentaux, mais il y a vraiment eu beaucoup de casse. Et c'est ça qui a déclenché le lancement de Bitcoin. Et ce que je voulais dire, aujourd'hui, on est dans une phase où, je ne sais plus lequel des intervenants précédents l'a dit, les GAFAM sont en train de prendre la main sur énormément de données, énormément d'informations. L'irruption de l'intelligence artificielle, c'est une manière pour eux d'aller capter encore plus de données que ce qu'ils avaient auparavant. Vous savez que chaque fois que vous utilisez l'intelligence artificielle, ça finit chez un des GAFAM. Donc la blockchain, à l'inverse, c'est une façon de préserver la donnée tout en consommant le moins d'énergie possible. Alors, encore une fois, c'est vrai que Bitcoin, c'est une technologie d'il y a 16 ans. Donc ça consomme beaucoup, c'était la première fois. Mais aujourd'hui, les blockchains qui sont utilisées utilisent de moins en moins et on se retrouve sur des consommations qui sont ridicules par rapport à la consommation justement de chacun des 5 grands GAFAM. On peut parler de l'équivalent chinois des GAFAM, bien sûr, il n'y a pas que les Américains dans l'histoire. Mais par rapport, la consommation comparée par rapport à ces modèles très centralisés, elle est vraiment moindre. Bonjour. Une question. Alors déjà, merci pour la présentation. Ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres solutions blockchain que dans la fintech, qu'il y a d'autres verticales. Une question en plus pour Monsieur Augier concernant le modèle économique.
pour avoir accompagné, connu des blockchains sur des secteurs assez proches du vôtre. Moi, j'étais intéressé pour savoir comment justement vous arrivez à financer votre société. Et est-ce que vous avez aussi, depuis la création, eu des aides de l'État ou de l'Europe ou de l'ADEME pour financer vos projets? Merci pour la question. Pour être franc, j'ai plus de commandes aujourd'hui que de subventions. Donc, mais les subventions me seront bien utiles pour scaler derrière, pour grossir. Donc aujourd'hui, on travaille avec un des éco-organismes majeurs. On travaille avec le département du Val d'Oise. On est en discussion avec des entreprises du bâtiment. Voilà. Notre modèle est un modèle SaaS en disant voilà, il y a un corpus de données qui va être central et vous aurez chacun des portails qui permettront d'interagir avec cette plateforme. Et donc, c'est une logique d'abonnement. Mais notre modèle, c'est vraiment d'avoir une logique de bien commun. C'est-à-dire que d'abord, on va faire des prix les plus bas possibles. L'intérêt de la blockchain privée, c'est que ça coûte pas cher. Voilà, j'ai une appli gratuite que vous pouvez avoir en ligne pour certifier vos documents et les horodater si vous voulez, mais qui est pas maintenue, donc je n'ai pas de garantie dessus, mais ça coûte pas cher. Bon bref, nous notre modèle c'est par exemple un artisan, une entreprise de recyclage qui est petite, qui n'a pas beaucoup de revenus, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pour elle, ça va lui coûter zéro en fait, hein, parce que on veut lui apporter une aide pour qu'elle ait envie de prendre cet outil en disant bah, voilà, je fais mes déclarations, ça me remplace mon IT qui n'existe pas, donc ça me supporte dans mon activité. Et le deal, c'est seulement de dire en échange, je vais déclarer ce que j'ai fait, des meubles en bois que j'ai reçus, du placo ciment, du verre, du métal. Voilà, je déclare. Et ça intéresse toute la chaîne qui est au-dessus d'elle. Donc pour eux, ça sera 0 ou epsilon. Ceux qui aujourd'hui sont intéressés, c'est les grandes entreprises qui doivent faire la CSRD, qui doivent faire leur déclaration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amende, mais demain, quand on va leur demander les preuves, ça sera un peu comme le GDPR avec la CNIL. À la fin, ça va coûter très cher, hein. Donc, et donc là, ils paieront un peu plus cher, honnêtement. Voilà. Donc, c'est notre modèle économique en toute transparence aujourd'hui. Nous, la plateforme aura toute sa valeur, plus il y aura d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Et on a besoin qu'au départ, voilà, sur un territoire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en Occitanie, Toulouse et toute la région, et puis pourquoi pas en Nouvelle-Aquitaine, sans faire de débat et sur ce sujet. Voilà, si on trouve un collectif qui dit j'ai envie de le tester et de voir ce que ça amène, hein, en plus des réflexions sur l'énergie ou d'autres sur la mobilité, le thème de l'environnement et des déchets est la troisième priorité au niveau des smart cities. Voilà, si on trouve ce terrain de test, voilà, le but c'est que ça attire le maximum de monde. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se plaignent, multitude d'outils, des registres à tenir, des déclarations, etc. Et là, on fait beaucoup de copier-coller, donc il y a beaucoup d'erreurs, et ça prend beaucoup de temps. Donc le but, c'est de gommer ça, les attirer vers prendre l'outil, et à travers ça, nous, sur un chantier en particulier, on les amène à dire, voilà, premier objectif, chercher le réemploi. Voici la liste des filières que vous avez dans vos 50 km, que vous ne connaissez pas parce que c'est la première fois que vous faites un chantier dans cet endroit, en disant, vous savez que ces gens-là peuvent recycler l'argile, eux, ils vont faire des briques, eux, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ah oui, tiens, donc on les met en contact, et ces gens-là, vous pourrez dire, ok, dans 6 mois, vous allez faire de la terre argileuse, mais s'il vous plaît, séparez-moi ce paquet-là de ce paquet-là pour que je puisse derrière le traiter. Donc en prenant l'information à la source, on va pouvoir tirer vers, ok, je prends le deal, je prends le contrat au niveau de mon chantier, je vais séparer un peu plus finement, ok, ça me prendra un peu plus de temps et mon chef de chantier va râler, mais en final, vis-à-vis de mon promoteur qui me demande des comptes, j'aurai une meilleure performance. Voilà, c'est cette dynamique-là qu'il faut entraîner, et c'est l'enjeu du numérique de faciliter les choses, pas de mettre des obstacles techniques, technologiques et de prix aberrants, mais vraiment de trouver une dynamique. Donc voilà, c'est ça que nous, on veut aider, et que ce fameux mesure du réemploi, du recyclage, on voit vraiment l'indicateur qui décolle, qui aujourd'hui voilà, est un peu stagnant. Pas d'autres questions? Bon, on va clôturer l'atelier. Alors, merci pour vos interventions.
Et merci pour votre participation. Je ne sais pas si vous vouliez faire un petit mot de clôture. Du coup, c'est aussi la fin de la journée. Donc, bon, merci à tous pour votre participation. Et puis, bon week-end, vu qu'on est vendredi.